BFM Business et Tech & Co présente Tech & Co, la quotidienne. François Sorel. Et un grand bonsoir à toutes et à tous, 19h30. Merci d'être là en ce mercredi 3 juin 2026. Tech & Co, la quotidienne. Vous le savez, on est là chaque soir, 19h30, 21h, pour revenir, décortiquer, débriefer l'actualité tech. Je suis très heureux d'être là avec vous. Et que vous soyez à la radio, à la télé, soyez les bienvenus. Avec au sommaire ce soir, dans Tech & Co, la quotidienne, on va revenir sur cette décision de l'Union européenne qui veut se détacher de la tech américaine, le cloud, les puces, etc., les services numériques. Est-ce qu'on peut y arriver ? Tiens, c'est la question qu'on va se poser dans quelques instants. On parlera aussi d'une pépite quantique française qui lève 115 millions d'euros, qui fabrique des ordinateurs quantiques, qui s'appelle Cobly. On évoquera ce sujet tout à l'heure et puis on s'intéressera aussi au planning de lancement des satellites. Vous savez qu'il devient de plus en plus compliqué de trouver des créneaux pour lancer des satellites. Eh bien, il y a une start-up qui s'est spécialisée là-dedans, qui s'appelle Ride. Elle viendra nous expliquer le concept en toute fin d'émission. Voilà le sommaire de ce Tech & Co, la quotidienne. Un grand merci d'être là. Bienvenue encore une fois à vous toutes et à vous tous. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Le débrief de la tech, jusqu'à 20h30, on prend quelques sujets les plus forts du jour et on essaie d'aller un petit peu plus loin, de comprendre ce qui se passe et de débriefer tout ça. Avec nos experts ce soir, nous avons Philippe Devost. Salut Philippe. Bonsoir François. Qui est Strategic Advisor chez Jolt Capital. Encore un, Fred. C'est pas possible, ça. Toute l'équipe. On a toute l'équipe de Jolt Capital. Absolument. Yves Maître, Jean Schmitt, maintenant Philippe Devost. Voilà. Mais que se passe-t-il ? Vous faites un putsch ou quoi que ce soit ? Alors, c'est pas un putsch, c'est simplement la conséquence de la croissance et du chemin que fait Jolt depuis ses débuts il y a 15 ans. D'accord. Qui les a quand même conduits à lever leur 5e fonds, dont la levée n'est pas terminée, mais qui ont déjà closé pas loin d'un demi-milliard d'euros. Oui. C'est un des plus gros fonds de deep tech de la place. Et le closing n'est pas terminé, puisque leur objectif est d'atteindre le milliard. Et donc, ils sont structurés. Et moi, je les rejoins comme advisor, c'est-à-dire comme conseiller externe sur des sujets, et notamment sur les sujets liés à la deep tech et sur la mobilisation de l'écosystème deep tech français, qui est représenté aujourd'hui par l'association France Deep Tech, qui renouvelle son conseil d'administration. Et au titre de représentant des investisseurs, je vais candidater à ce conseil pour le compte de Jolt. Eh bien, voilà. Je crois que c'était la présentation du débriefeur la plus longue jamais vue dans Tech & Co, la quotidienne. Oui, mais c'était intéressant. Mais c'était intéressant, c'est vrai. Philippe, qui est aussi, alors ça, il le restera toute sa vie, cofondateur de Wanadu, accessoirement. Oui, mais c'est pas la peine que tu nous expliques. Non, on a fêté ça hier soir, les 30 ans. 30 ans de Wanadu. Oui. Eh bien oui, incroyable. C'est dingue, hein ? Il y avait qui ? Le temps passe. Alors, il y avait... Ah non, mais Fred, tu le relances, on est mort. Il y avait Michel Bon, il y avait Nicolas Dufourc, il y avait Yves Parfait, il y avait Roger Courtois, le premier président de France Télécom Interactive. Il y avait vraiment tout. On était plus d'une centaine. Ah oui. Alors, vous avez ressorti le Minitel pour l'époque ou pas ? Non, mais j'ai pas apporté mon t-shirt Wanadu, sinon là, il faudrait faire une deuxième émission, mais j'avais le t-shirt d'origine, avec l'abeille dans le dos. Wanadu, on rendez compte un peu. Voilà. En tout cas, merci d'être là. Et comme quoi, chez Jolt, ils sont pas trop mauvais, parce qu'on a quand même pas mal d'experts qui viennent dans Tech & Co, ça c'est plutôt cool. Christophe Honnête n'est pas mal non plus. Salut Christophe. Bonsoir François. Senior Advisor chez Seven2 et ancien président de Microsoft France et Asie du Sud. Merci d'être là. Et Frédéric Simotel, journaliste à BFM Business. T'es pas encore dans un fond, toi ? Non. Non, je touche pas le fond. Elle a été facile. Bon, elle était facile. Oui, c'est bon. Bravo. Allez, on va commencer par ce sujet très intéressant. En tout cas, on constate que l'Europe accélère sur pas mal de sujets liés au numérique et elle a dévoilé aujourd'hui ses propositions pour la souveraineté numérique européenne. L'objectif, il est simple, devenir indépendant des géants américains et chinois en matière de logiciels et d'IA. Astrée Olivier nous explique tout ça. Il faut réduire la facture européenne en matière de numérique. Chaque année, l'Europe dépense 260 milliards d'euros dans des produits et services non européens. La Commission veut notamment entrer dans la course des semi-conducteurs, explique la vice-présidente de la Commission, Henna Virkkunen. Nous devons nous préparer à conquérir notre part du marché des puces liées à l'IA. On estime que les composants liés à l'IA représenteront plus de 70% du marché total des semi-conducteurs dès 2030. Dans notre plan d'action, nous nous engageons aussi à tripler le nombre de data centers européens dans les 5 à 7 prochaines années.
La préférence européenne sera aussi de mise. Les administrations publiques devront obligatoirement stocker leurs données dans des data centers présents sur le sol européen. Les commandes publiques seront aussi réalisées auprès d'entreprises dont la R&D et les emplois sont basés en Europe. Nos usines fonctionneront grâce à des logiciels industriels européens. Nos hôpitaux pourront choisir des IA développés en Europe. Nos innovateurs pourront aussi les utiliser pour développer leurs idées et nos startups devenir des leaders mondiaux ici même en Europe. Bruxelles veut aussi lier souveraineté technologique et numérique, mais la Commission a reporté son projet de label vert pour les data centers. À ce stade, le nucléaire français en est exclu, ce qui a provoqué une levée de boucliers. Voilà, donc reportage signé, je le disais, Astrée Olivier. En gros, ce qui est en train de se passer, peut-être que vous allez évidemment commenter tout ce qu'il a été dit à l'instant, mais en gros, on passe d'une souveraineté numérique défensive à quelque chose de beaucoup plus actif, finalement. Réguler, c'est bien, mais il va falloir essayer de trouver nos propres briques, nos propres solutions dans le domaine du cloud, de l'IA, des puces et des logiciels. Attention, tout ça, ce ne sont que des propositions encore, visiblement. Ces textes doivent être négociés par les États membres, le Parlement européen, avant de devenir loi. Donc, ça va prendre encore du temps, mais c'est intéressant. Qui commence sur ce sujet ? Christophe, tiens, allez, on y va. La première chose, c'est que je pense que c'est bien de voir que l'Europe se saisit un peu plus du sujet. Bon, la réalité est quand même complexe puisque je crois qu'on investit, on a plus de 300 milliards de produits et de services technologiques qui viennent sur le marché européen de la part des acteurs américains, c'est-à-dire quasiment l'équivalent de ce qui est les produits non informatiques. Donc c'est vraiment très très important et que 80% de nos dépenses cloud dans les entreprises et même administrations, c'est des Azure, Google, Amazon, etc. Et donc finalement, il y a évidemment une énorme dépendance. Alors le problème, c'est qu'effectivement, je pense que ce qui est positif, c'est qu'on se saisit de la chose, mais on ne va pas pouvoir être souverain du sol au plafond. C'est totalement illusoire. Donc, quand on parle des puces, là, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, attends, on ne va quand même pas bâtir un nouveau Nvidia. Et en fait, non, il s'agit de dire, bon, il y a des puces, par exemple, dans le domaine automobile, sur lesquelles on a les moyens de faire fonctionner des usines européennes et des composants européens. Et je pense que c'est la bonne approche. Il faut avoir une approche un peu de tri sélectif par rapport à toutes ces dépendances. Finalement, la souveraineté, c'est pas d'être totalement indépendant, c'est de maîtriser ses dépendances. Donc de dire, il y en a certaines, on oublie, on va pas, et on y reviendra peut-être tout à l'heure, c'est trop tard. Bon, quand c'est trop tard, qu'est-ce qu'on fait ? Alors là où c'est pas trop tard, on dit, privilégions les éléments européens, donc par exemple les puces pour les voitures. Bon, ça, très bien. Mais là où c'est trop tard, qu'est-ce qu'on fait ? Et à ce moment-là, il y a quand même les régulations qu'il faut faire jouer. Donc le DMA, de ce point de vue, il sert à faire en sorte qu'il y ait la potentialité pour des acteurs européens de venir s'épanouir sur des écosystèmes autres. Mais pour ça, il faut leur garantir une certaine équité de marché. Donc je pense je regrette que ça n'ait pas été encore assez renforcé là. Il faut définir un certain nombre de standards. Pour les données, ce qui relève évidemment des données extrêmement sensibles, on fait apparemment émerger une nouvelle norme qui est le EUCS, qui est le norme de cybersécurité cloud européen. Mais quand on regarde un peu dans le détail, elle est beaucoup moins contraignante que le SecNum Cloud. Pourquoi ? Parce qu'il y a un lobbying extrêmement fort d'un grand nombre d'acteurs et il faut mettre 27 pays d'accord. Et c'est souvent sur un petit commun dénominateur qui est moins exigeant. Mais néanmoins, c'est un pas. Et donc, je pense que je pense que c'est la bonne approche. Ça prend malheureusement un petit peu de temps. Et ce qui me paraît essentiel, c'est aussi de mobiliser des fonds européens, on parlait tout à l'heure de la deep tech ou d'autres, sur les nouvelles technologies pour se positionner. Parce qu'on y reviendra tout à l'heure, la messe, elle n'est pas complètement dite sur l'IA et sur les agents. Peut-être que les LLM qui aujourd'hui prennent, et les infrastructures IA qui prennent une grosse partie de la valeur, il y a aussi toute une partie de la valeur à gagner vers les agents. Et donc on aimerait aussi voir l'Europe être un peu plus visionnaire et mettre des paquets plus significatifs d'investissement sur des technologies de demain et pas essayer de le faire uniquement sur les technologies sur lesquelles c'est déjà trop tard parfois.
Oui, d'ailleurs, on l'évoquait ça il y a 2 jours, hein, Fred. C'est 120 milliards sur la table pour tout ce qui est chipset, en fait. Essayer de reprendre la main, de réindustrialiser, de créer une usine, je crois, de chipset qui elle-même, à elle seule, coûterait 30 milliards, je crois. Essayer de faire une filière, quoi. Une filière pour avec ASML, avec voilà. Parce que derrière, on ne fabrique plus de PC, mais on fabrique quand même des supercalculateurs. Exactement. Ouais. Donc voilà, après, et pour l'automobile aussi. Pour l'automobile, pour les lunettes, il y a plein de choses. Philippe, ton point de vue? La Commission met le paquet. Bon, ça c'est bien. Elle le fait avec 10 ans de retard. Ça c'est moins bien. C'était quand même assez émouvant de se souvenir que c'est au moment de la crise Covid que subitement des dirigeants de différents grands pays européens se sont dit « Ouh là là !» mais ont découvert dans une candeur confondante que 85% des puces à finesse de gravure très très étroite étaient fabriquées à Taïwan et que Taïwan c'était très très près de la Chine continentale, alors que tout ça existait depuis 20 ans. Tout ça était sous nos yeux depuis 20 ans. Moi, il y a la tech, mais il y a aussi toute la médecine. On se rappelle de l'épisode du paracétamol, c'était pareil. Voilà, donc alors c'est bien, c'est des textes, et comme ça a été rappelé, très justement, c'est des textes qui vont encore devoir être discutés, débattus, entre des pays qui ont des intérêts qui ne sont pas forcément convergents, puisqu'on va retrouver le jeu habituel où l'Allemagne est toujours quand même assez pro-Intel. La France va pousser ses modèles d'IA. Les Pays-Bas vont protéger ASML comme la prunelle de leurs yeux. Et donc la convergence d'intérêts va être nécessaire pour pouvoir bâtir une indépendance commune. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on part quand même de très très loin, puisque le degré de dépendance aujourd'hui, en termes de technologie, il est de l'ordre de 80%, avec des effets de bord. Souvenez-vous de ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps quand Broadcom a racheté VMware. VMware, c'est ce qui permet de virtualiser un PC et c'est utilisé par un très grand nombre d'entreprises. Et que Broadcom a décidé du jour au lendemain de multiplier les prix par, c'était quoi, Christophe, 2,5, 3 ? Oui, plus de 3. Voilà. 3, oui. Donc, voilà, on a l'impression qu'on découvre que les clés de l'immeuble sont chez un serrurier étranger qui est très gentil, qui est très poli, qui répond au téléphone, mais qui peut changer la serrure sans prévenir. Alors que c'est chez nous. Oui, voilà. C'est ça qui est terrible. Non, mais c'est ça. Donc, bon, et puis il y a le deuxième sujet, c'est effectivement, tout le monde parle d'infrastructures, d'usines, etc. C'est très bien, on va construire des usines de semi-conducteurs. Est-ce que ça sera uniquement des semi-conducteurs qu'on a conçus nous-mêmes, ou est-ce que ce sera une usine additionnelle pour un fabricant de semi-conducteurs américain? Là, toute la question, elle est dans la captation de la valeur. Et pour moi, le sujet, il est là. C'est souveraineté numérique, c'est pas uniquement être capable de dire non aux Américains, c'est de savoir qui appeler. Fred. Moi, alors je trouve très bien que l'Europe et tout ça. Le seul problème, c'est la mise en exécution. C'est-à-dire aujourd'hui, Quant, c'est plutôt français. Alors certes, ils se sont. On va en parler après. On en parle après. Attention. Oui. Parce que on était resté sur le. Là, on reste sur le. Si tu veux, j'étais parti. L'indépendance technologique sur les puces, sur le cloud, etc., sur les services numériques. Après, on enchaînera avec la décision. J'étais parti sur Quant. C'est pas grave. Non, mais il a toujours un coup d'avance, Fred. Non, mais l'innovateur. Le souci, c'est c'est une Europe à 27 et qu'on n'a pas tous les mêmes arguments. C'est-à-dire que dans certains pays, quand AWS va venir dire, moi, je vous mets un gros data center chez vous, est-ce que ce pays votera? Et c'est un peu comme l'Eurovision. Est-ce que ce pays votera pour le projet, pour un autre projet européen? On l'a vu, dès que Intel avait promis de s'installer en Allemagne, hop, on a entendu des petites levées de boucliers côté français. Donc c'est ça. Je trouve qu'il faut vraiment trouver. Pour moi, il faut choisir ses batailles. Il faut prendre 3-4 filières, enfin 3-4 verticales, et se dire allez là, et on met tout le monde dedans. On parle toujours de l'Airbus, de la tech ou je ne sais quoi. Mais voilà, il faut essayer de prendre ces quelques filières, qu'elles soient logicielles, qu'elles soient là pour le coup. Autour des composants. Voilà, l'IA, ça peut très bien être l'IA et la santé. Voilà, on va prendre l'IA et la santé. Et puis on déroule jusqu'où on peut travailler tous ensemble et avec des Anglais, peut-être Anglais, non, et des Allemands, des Suisses, etc. Et je pense que c'est comme ça qu'on va y arriver et pas chercher tout de suite à avoir un grand plan global. Je pense qu'il y a quand même globalement un contexte qui fait que ce que tu disais tout à l'heure, à savoir cette tendance des Allemands à toujours privilégier plutôt les intérêts des Américains au regard des échanges commerciaux du Nord. Mais ça change, ça, parce qu'il y a quand même globalement une prise de conscience avec le kill switch, tout le monde a un petit peu peur. Voilà. Donc,
là, je pense que le terreau est plus favorable. Il y a des succès. ASML, on peut le considérer comme une sorte d'Airbus, puisque finalement, c'est quand même un géant mondial qui est dans une situation quasi monopolistique et qui est en Hollande. Là, l'idée que tu suggères de dire on prend 3-4 sujets et à ce moment-là, il faut que globalement, la grosse difficulté, c'est d'accepter qu'on va mettre le paquet à un endroit et qu'on ne va pas saupoudrer. Et pour ça, je pense qu'on prendrait 4-5 sujets à 4-5 pays, et chacun en prendrait un, et on déciderait de mettre le paquet. Ça veut dire que si on décide qu'on fait les batteries, je ne sais pas, dans le nord de la France, on n'affecte pas de financement ailleurs. Et qu'on dit, par exemple, les processeurs, c'est à tel endroit, si c'est en Allemagne, ça veut dire qu'on va peut-être moins financer Kroll. Bon, c'est des décisions politiquement difficiles, mais malheureusement, c'est la seule façon de pouvoir faire les choses. Je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire d'Iris Carré, donc, qui serait la constellation européenne. Oui. Visiblement, l'Allemagne travaille sur un projet concurrent. Oui. Et d'une autre génération, en plus, une génération un peu plus avancée. Voilà, mais comment on va s'en sortir, en fait? Parce que on voit que les batailles d'ego, parce que tout ça, c'est de l'ego. Ça joue aussi. C'est son précaré. On n'arrive pas à être un continent comme, par exemple, les États-Unis le sont aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des États, malgré tout, mais quand il y a une décision qui est prise, elle est prise de manière... Elle est prise à l'unisson. Là, pour nous, c'est d'une complexité incroyable. Politique. Et ça devient même une compétition. T'imagines le politique qui va accepter de dire tiens, les batteries, finalement, on va les faire dans le nord de la France, mais tu verras les politiques allemands qui vont dire ah oui, donc vous laissez ça. Et nous, on va dire nous, du coup, cette partie-là, je sais pas, les data centers, on est bien parti chez nous avec l'investissement en banque. Mettons un certain type de composants, de mémoire RAM. Tiens, on va se faire de la mémoire RAM. On va laisser ça aux Allemands et aux Roumains. Enfin voilà, on va laisser ça à l'Est. Mais tu t'imagines en France, tu vois, aujourd'hui, avec les politiques et tout ça, qui vont dire ça y est. Je sens mal tout ça. C'est parce que ça va être de dire ah oui, donc cette usine, on la laisse s'installer en Roumanie au lieu de la mettre en France. Là, pour un politique, ça va être compliqué d'accepter ça. Mais il va y avoir 2 sujets compliqués pour les politiques, à mon avis. Il y en a un premier qui est qu'ils continuent à proposer, en tout cas en France, une équivalence installation d'infrastructures égale création d'emplois. D'abord, les emplois, ça ne se crée pas, ça ne s'invente pas, ça répond à un besoin. Et il se trouve que le besoin d'emploi dans ce type d'infrastructure, c'est un très petit nombre d'emplois très qualifiés. Donc, c'est pas avec ça qu'on va résoudre la question du chômage. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que le juge de paix, à la fin, ça va être le pognon. Et les Allemands sont dans une situation budgétaire qui leur permet de dégager des montants d'investissement considérables. En France, on est à l'os. Et une des difficultés de Telsat aujourd'hui sur les projets Iris Carré, c'est que l'État français, qui était censé soutenir ce projet et le financer, n'a plus un rond. Et que quand tu te retrouves à gérer en parallèle des relations complexes avec tes 2 grands partenaires naturels qui sont Airbus d'un côté et de l'autre Thales, qui, eux, ont des agendas complètement différents, ont des profitabilités sur d'autres segments. Thales croule sous les commandes, donc arriver à monter l'équation sans injection de capital, c'est horriblement difficile pour le patron de Telsat. Je vous propose qu'on enchaîne avec un autre sujet intimement lié à tout ça, parce que l'Europe, en ce moment, ils sont remontés comme des pendules. La dernière info sur ce sujet, c'est le Parlement européen qui débranche Google et le moteur de recherche, qui va disparaître en fait des navigateurs, des fonctionnaires européens. Alors, je ne sais pas combien ça représente de personnes, en fait. J'imagine que c'est plusieurs milliers, minimum. Quelques dizaines de milliers, probablement. Peut-être quelques dizaines de milliers. Donc, leur moteur de recherche, à partir de demain, parce que c'est demain que c'est mis en place, le DSI va avoir du boulot cette nuit, je pense. À partir de demain, lorsque ces fonctionnaires européens travailleront sur leur PC, ils auront comme moteur de recherche non plus Google, mais Quant. Par défaut. Par défaut. La question, c'est combien reviendront? Alors, c'est non obligatoire, c'est-à-dire que le gars, il se dit « Oh là là, c'est Quant. Oh non, pas Quant. Ça marche pas, je remets sur Google. » C'est que sur Edge et Firefox. Si c'est sur Chrome, tu continues. Voilà, tu peux continuer. Parce que tu peux avoir Chrome sur ton PC... ça, je sais pas trop comment ça marche. Non, mais c'est presque symbolique, cette histoire-là.
Ouais, mais non, mais vas-y, Fred, commence, et puis après, on donnera la parole à Philippe. Le symbole est fort quand même, c'est de dire, peu, voilà, on prend alors, on peut critiquer. Mais c'est pas nouveau, Fred, ça fait des années qu'on connaît ça. Nous, on connaît ça en France, hein, puisqu'en 2018, c'est Combien d'administrations sont passées à Caen le ministère des Armées, dans la douleur d'ailleurs. Hein. La DINUM, en 2020, qui a dit à tout le monde qu'il fallait mettre par défaut le moteur Quant. Bon, là, je pense que les gens utilisent beaucoup, quand même, continuent beaucoup à utiliser Google, surtout que maintenant qu'il y a un Gemini qui vient se rajouter là-dessus. Mais moi, je pense que c'est plus le signal, parce que la chose, c'est de ne pas se dire est-ce que Quant est meilleur que Google. Non. Google est meilleur, plein de choses meilleures. Mais, c'est vrai que ça valait le coup de se poser la question. C'est de se dire, on est en train de travailler sur une souveraineté numérique. Et alors, comme le disait Philippe tout à l'heure, on s'y prend peut-être 10-15 ans trop tard. Mais bon, se dire que peu à peu, on pousse des pions comme ça. On a eu les histoires des satellites LER avec les fréquences satellites, 2/3 des fréquences satellites qui vont être en orbite basse, qui vont être réservées à des opérateurs européens ou des startups émergentes. Enfin, c'est en projet. Je trouve que peu à peu, on pousse des pions et puis on va finir par y arriver. Philippe, après Christophe. Vas-y. Ou Christophe, vas-y, Christophe, et puis après Philippe. Non, moi j'ai cru que c'était un canular, hein, parce que je me suis dit, Quant, si tu veux, c'est une bataille, ils ont 15 ans de retard. Si tu veux. Je trouve que je comprends la symbolique, j'entends ce que tu dis, mais je trouve que le symbole, justement, je pense que ça décrit un peu la démarche. En plus, c'est pas du tout, dans la réalité, c'est pas obligatoire. Les gens vont pouvoir remettre comme c'était. Ça me paraît pas être la priorité. Si je devais pousser à l'utilisation, peut-être qu'il faudrait dire, vous n'avez plus le droit d'utiliser ChatGPT, vous devez utiliser Mistral, ça aurait plus de sens si tu veux, parce qu'on est quand même sur des technos nouvelles, émergentes, sur lesquelles il y a encore de la compétition. Oui. Là, ça me paraît un peu surréaliste et je pense que ça va même nous desservir parce que l'expérience, tu le dis, c'est moins bon. Moi, je ne connais pas bien Quant, mais je pense que les gens... Tu devrais l'installer. Leurs habits. Je ne suis pas fonctionnaire européen. Hein. Non, mais juste par curiosité technologique, tu devrais t'y mettre. Il garde moins d'historique. Voilà. Et puis, je pense que ça va faire un flop. Et je pense que ça dessert un peu plus qu'autre chose. C'est toujours avec Bing, Quant, parce que rappelons que le moteur technique de Quant, pendant un moment, c'était Bing. Non, mais ça, c'est un premier point. C'est que la clé dans un moteur de recherche, alors il y a tout l'habillage, l'ergonomie, etc., la protection des privés, et ça, Quant a fait un travail tout à fait louable, mais le nerf de la guerre, c'est le moteur, et le moteur, c'est l'index. C'est-à-dire la capacité d'aller indexer le web proprement. Bien et sûr. Pendant très longtemps, Quant avait un accord avec Microsoft sur Bing, qui a été... Ça, c'est à cause de Christophe, hein, j'en suis sûr. C'est à cause de lui. Oui, après moi. C'était un compte, oui, ça a rapporté beaucoup d'argent. Ce contrat a été dénoncé ou modifié. Donc, Quant, aujourd'hui, est allié, je crois d'ailleurs, à un de ses concurrents français qui est devant lui, qui est Ecosia, parce qu'on peut rappeler les chiffres. Hein. Quant, c'est 0,92% de part de marché en France. Ecosia, c'est pas les Allemands. Ecosia, c'est peut-être les Allemands, pardon, je dis une bêtise. Ecosia, c'est 1,29. Ils ont signé un accord avec Ecosia. Mais ils sont en train de construire un index commun, Stan, mais qui n'est pas encore complet. Donc, ça veut dire que c'est moins efficace, ça marche moins bien. Peut-être. Moi, toujours en termes de chiffres, parce que pour moi, il n'y a que ça qui compte à la fin. Il serait intéressant, c'est d'avoir une publication par le Parlement européen dans un an, de savoir quel est le pourcentage effectif d'utilisation. Parce que jusque-là, c'est comme si à l'Assemblée nationale, on remplaçait le coca par une limonade artisanale à la buvette. Et personne n'est obligé d'en boire, mais au moins tout le monde comprend le message. C'est un message. À ce stade, il faudra qu'on regarde s'il a été suivi et aujourd'hui, tu me posais la question, est-ce que ça te sale compte? Je te dirais, j'utilise quasiment plus Chrome, j'utilise Perplexity. J'utilise des outils. Je suis passé à une autre génération d'outils. À la vitesse supérieure. Tu vois, je trouve que c'est... je comprends, c'est symbolique, mais je ne suis pas sûr que ça sert. J'entends que ça peut être potentiellement un message, mais j'aurais préféré que ce soit sur des choses un tout petit peu plus... dans la nouvelle vague des technologies. Oui, non, puis moi, je reviens toujours à mon histoire des 27 pays. Bon, tu as Ecosia qui est allemand. Ils ont signé, ils sont alliés avec Quant pour faire un moteur qui s'appelle Stan. Mais bien. Tu as Metager aussi, ou Metagir, enfin, en Allemagne. Les Pays-Bas, ils ont aussi un moteur de recherche. Enfin, tu vois, tout le monde, ils vont dire, pourquoi on prend Quant là aussi, il va falloir voir comment tout ça se... Alors, il y avait un truc qui s'appelait Exalid aussi à l'époque, ça n'existe plus, ça? Exalid, ça a été racheté par Dassault Systèmes. Oui, c'est un moteur de recherche, oui. Oui, mais tu vois, c'était un moteur de recherche, mais en fait, c'était un moteur d'indexation extrêmement puissant et Dassault Systèmes l'a acheté pour faire de l'indexation. C'était plus de l'intranet. Les anciennes d'Exalid, alors François Bourdon qui est resté chez Dassault, je ne sais pas où il est aujourd'hui, mais les anciens d'Exalid sont ceux qui ont monté Dataiku. Ok.
Florian, enfin toute la bande. Là encore, on se rend compte qu'on avait les talents finalement. Si on avait appuyé sur le bon bouton au bon moment. Attends, ce que dit Frédéric et moi me semble hyper pertinent, c'est pour une fois. On avait, mais non, parce que Frédéric va au fond, il n'a pas touché. Non, mais justement, on avait des talents. Ils ont compris que c'était une bataille sur laquelle c'était pas la peine de continuer à envoyer des gens se faire massacrer. Et ils ont très intelligemment changé le terrain de jeu, les uns en partant sur de l'indexation documentaire très puissante en entreprise, les autres montant Data IQ. Ils ont gardé cette fibre et cette compétence, mais ils sont allés l'appliquer à des endroits où personne n'était encore allé. Et il y avait un concurrent, je suis en train de chercher, qui a été racheté par Chaps Vision. Un concurrent français, c'était... de quoi, de moteur de recherche? D'Exalid. Enfin, moteur de recherche pour entreprise. Exalid, c'était quand même pour entreprise. Les moteurs de recherche, ça a eu des vies quand même. Souvenez-vous d'Alta Vista qui, à un moment, a été... Cinequa. C'est Léa Benaïm qui me le rappelle. Cinequa. Mais Jean Ferré, exactement. Qui est parti chez Microsoft après, qui est revenu. Jean Ferré. Oui, Jean Ferré. Très bien. Et qui... Je vois. Non. Quelle est belle ma montagne. Stop. Non, parce que là, on va remonter dans l'histoire des moteurs de recherche jusqu'en 1945. Le premier moteur de recherche. Non, mais on en avait deux très bons, Cinequa et donc Exalid racheté par Dassault Systèmes. Oui. Et Cinequa a été racheté par une très belle entreprise aujourd'hui qui s'appelle Chaps Vision. D'accord. Qui est un bon exemple de consolidation d'acteurs. Pour être un acteur. Chaps Vision qui est un peu le concurrent de Palantir finalement. Oui, qui a cette ambition-là. Il a des briques qui ressemblent à Palantir, des briques de cybersécurité. En plus, il est super. Le dirigeant, il est incroyable. Oh là là, mais que de savoir, que de connaissances sur ce plateau. 1940, c'était les pages blanches et les pages jaunes. Mais bien évidemment. On avait des moteurs de recherche. Bien sûr. Merci en tous les cas pour ce grand moment. Vous savez quoi, on va marquer une petite pause et revenir pour cette deuxième partie du débrief de l'ActuTech dans Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business, avec toujours les maîtres Frédéric Simotel, Philippe Devost et Christophe Holnet. A tout de suite, merci d'être là. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, le débrief de la tech. Voilà, il est 20h pile en ce mercredi 3 juin. Merci d'être là, c'est Tech & Co, la quotidienne, à la radio, à la télé. Et vous le savez, chaque soir, on est en direct de 19h30 à 21h pour commenter l'ActuTech. Avec ce soir, sur le plateau, toujours Philippe Devost, Christophe Holnet et Frédéric Simotel. Si vous êtes avec nous à la télé, vous les voyez, ils apparaissent comme par magie. Grâce à notre truquiste Chris, qui est tellement fort. Regardez-moi ça, c'est superbe, vraiment. Depuis que Paris a une double étoile, c'est sur un nuage. Il donne le maximum de lui-même. Plus sérieusement, les amis, je vous propose maintenant de nous intéresser au quantique avec la start-up Quobly qui confirme une levée de fonds de 115 millions d'euros. Un pari réussi pour le spin-off issu du CEA Leti qui va commencer la commercialisation de son ordinateur quantique. Et sa fondatrice, Maud Vinet, était dans Good Morning Business ce matin. Quelques extraits choisis tout de suite. Cette levée de fonds, elle marque la transition entre démonstration technologique et exécution industrielle. Nous allons commercialiser nos ordinateurs quantiques. Ils seront disponibles sur le cloud à partir de fin 2026 via OVH, acteur français. Et donc, cette levée de fonds va nous permettre à la fois de continuer la R&D et augmenter la performance de nos ordinateurs quantiques, accélérer l'industrialisation et, on vient de le dire, de passer à la phase commercialisation et à l'expansion internationale. Bravo à Quobly! On est d'accord. Exactement. 115 millions d'euros. Il rejoint les Pascal, les Candela, les Alice et Bob. Alice et Bob, etc. Vous connaissez Quobly ou pas ? Moi, non, je ne connaissais pas. Non, je ne connaissais pas. J'ai découvert grâce à l'émission. C'est super d'avoir. D'abord, le CEA Leti est connu pour quand même faire émerger des très beaux projets de recherche qui se trouvent aussi, qui essaiment en start-up qui réussissent. On confirme le fait qu'on a une vraie capacité d'innovation dans le quantique, avec un certain nombre d'acteurs, soit Candelab, Alice et Bob, etc. Et on arrive à lever des fonds dans centaines de millions. La question demeure sur les étapes d'après. Et quand on voit aujourd'hui les financements des projets, il faut aussi qu'on ait cette capacité à avoir des fonds, et notamment européens, pour le faire. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, ce que je trouve intéressant dans leur approche, c'est qu'ils apportent une brique
une solution potentielle à la capacité de passage à l'échelle du quantique. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que chaque ordinateur quantique ou chaque puce, c'est une œuvre d'art. En plus, ils ont tous des technologies un peu différentes, tu vois. Et qui sont capables de... C'est d'ailleurs des paris et des destinations, on va dire, assez comment dirais-je, courageuses, parce qu'on ne sait pas trop où on va. Hein. C'est assez exploratoire, toutes ces technologies. Il y en a peut-être une qui sera la bonne, et peut-être même qu'on n'a pas encore explorée. Donc, c'est beaucoup d'argent pour des résultats qui ne sont pas sûrs à 100% de porter leurs fruits. Ce qui est intéressant, c'est que leur technologie permet d'imaginer et de concevoir des puces quantiques, des processeurs quantiques sur des infrastructures de silicium et des infrastructures existantes. Donc, c'est intéressant parce que ça permet évidemment de passer à l'échelle, de diminuer le coût et puis de pouvoir utiliser du silicium et donc des infrastructures existantes, ce qui pour nous en Europe est potentiellement une bonne nouvelle. Oui, c'est ce que dit Maud Vinet ce matin en matinale. Elle dit oui, les procédés de fabrication, on les a déjà. Donc maintenant, après, il faut lancer. Après, il faut trouver les clients. Oui, et puis il faut que le quantique réalise ses promesses, à savoir, parce qu'on parle de la passage à l'échelle, mais aussi la stabilité des systèmes qubits pour pouvoir passer à l'échelle et avoir une fiabilité, tous les challenges qu'on connaît autour de quantique, qui restent aujourd'hui des challenges. Ils ont des ambitions assez fortes, puisqu'ils prévoient de sortir leur premier ordinateur quantique d'ici la fin de l'année, qui s'appellera Alloy, A2LOY. D'accord. Voilà comment on prononce, Alloy ou Alloy, et qui pourra servir, par exemple, pour la recherche, notamment. Philippe Kobli. C'est très intéressant, comme le disait Frédéric, de voir que la France maîtrise la recherche et l'exploration de plusieurs filières très différentes en matière d'ordinateurs quantiques. La deuxième chose que je trouve intéressante dans cette entreprise que j'ai découverte grâce à vous, c'est le fait qu'ils sont... le pari qu'ils font est moins un pari de sciences dures ou de... c'est moins de la physique fondamentale, mais ils sont déjà plus... ils raisonnent en tout cas en termes de processus et comme tu le disais, Christophe, en termes d'industrialisation. Et c'est ça qui leur permet, à mon avis, d'aller assez rapidement. Sans limite sur le matériau puisque c'est du silicium et que on en a a priori sous les pieds, donc tout va, sous les pieds et sous le pied. Et puis oui, je trouve que le pari est intéressant. Et puis c'est une très belle levée de fonds, surtout pour une série A, c'est-à-dire un premier vrai financement. Donc c'est une belle aventure. Ouais, moi, j'ai eu quelqu'un au téléphone cet après-midi qui me disait quelque chose de marrant. Il me disait, écoute, j'ai l'impression qu'on se retrouve comme l'IA il y a 15 ans. C'est-à-dire que les fondamentaux sont là, ils sont validés, les fondamentaux techno. Maintenant, c'est le passage à l'échelle et les capacités d'industrialisation. Alors, ce qui est intéressant dans la levée de fonds de Kobli, c'est que si on regarde un peu les fonds derrière, donc il y a BPI France, il y a un fonds européen EIC, il y a Air Liquide, il y a ST Micro. Oui. Donc, ça veut dire que derrière... Parce que ST Micro, je crois, va participer à la fabrication du processeur. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y a des usines, des chaînes de fabrication, des capacités d'industrialisation. Oui. Donc, ça, c'est il y a tout un écosystème autour. Oui. Ils n'ont pas juste pris l'argent puis dire, bon, après, on essaiera de se débrouiller. Donc, je trouve qu'il y a ça. Le fait, comme on l'a dit, qu'ils soient sur silicium, ça veut dire qu'ils vont avoir des procédés intéressants. Et puis voilà, puis ça fait partie de nos fleurons. Il y en a un dont on ne parle pas, c'est C12 aussi. Enfin, moi, c'est pour ça que moi, c'est les 5 que je connais, principalement Candela, Pascal, C12, Kobli et Alice et Bob. Mais on voit que chacun est en train d'avancer sur son... Alice et Bob a fait des annonces aussi récemment. Pascal continue aussi à travailler notamment avec des industriels comme CMA CGM, le propriétaire de BFM Business, qui a investi dans Pascal. Ils travaillaient avec Aramco. En plus, ils commencent tous à avoir des... Donc, c'est quoi les usages? C'est du chiffrement post-quantique, c'est de la simulation. Voilà, simuler, oui, ça, c'est peut-être quelque chose qui est intéressant de rappeler, c'est qu'on parle souvent d'ordinateur quantique, et nous, quand on entend ordinateur, on pense à la machine qui sait tout faire, alors qu'en fait, il s'agit de machines qui vont être capables de travailler sur des cas d'usage très spécialisés. C'est pas la prochaine génération de l'informatique, c'est un domaine à part pour des... Oui, absolument. Parce que ça ne sait pas tout faire, en fait. Non, ça sait faire infiniment mieux que les ordinateurs classiques. Ça sait résoudre infiniment mieux et infiniment plus vite que les ordinateurs classiques
une petite classe de problèmes qui sont des problèmes fondamentaux, comme la cryptographie. Mais quand j'ai une petite, c'est comparé à la résolution de tous les sujets universels, tels qu'on le voit dès qu'on parle à ChatGPT et qu'on lui demande de tout et n'importe quoi. On est vraiment sur de la résolution de sujets bien précis, mais avec des performances qui sont foudroyantes par rapport à l'informatique classique. La simulation, le chiffrement grosse quantique. La santé aussi, je crois. Hein. Oui, c'est dans la simulation. Oui, simulation. D'accord. Et dans l'optimisation aussi, par exemple, je reparle de CMA-CGM, c'est l'optimisation de trajectoire. Savoir, par rapport à des courants marins, à des choses comme ça, comment on va... Il faut un ordinateur quantique pour piloter un bateau maintenant. Non, mais il y a tellement de paramètres qui peuvent entrer en ligne de compte que pour trouver les meilleures trajectoires... Oui, pour prédire les courants, les vents, la météo, etc. Les machins, D'accord. Enfin, il y a beaucoup de choses. Enfin, c'est un exemple un peu standard. Puis il y a les capteurs quantiques aussi qui sont l'une des applications. Donc on voit... Les communications quantiques aussi, qui sont inviolables. Ça aussi, c'est quelque chose. Mais là, on est loin de... Je pense que c'est pas Kobli qui va travailler... Deux qubits qui peuvent se comporter exactement pareil à des milliers de kilomètres l'un de l'autre. Va savoir quoi. Et si jamais tu interceptes, tu détruis l'État. Exactement. Et donc tu sais que la communication a été perturbée, interceptée. Eh bien, dites-moi, on se croirait dans Interstellar un peu, quand même. Absolument. Non, puis c'est vrai qu'il y a 5 ans, on parlait essentiellement de recherche, et là, ça y est, on commence à dire on arrive à des débuts d'industrialisation. Bon, attention, en face, il y a aussi des Google IBM. Avec des moyens gigantesques. Voilà. Voilà. J'espère que vous n'avez pas trop mal à la tête, parce que c'est vrai que quand on évoque le quantique, en général, c'est un sujet... comment dire Je pense toujours à cette phrase de Bernard Banke qui, quand il expliquait les taux d'intérêt, il disait... si vous avez compris, c'est que je me suis bien expliqué. Et j'ai toujours cette impression-là sur le quantique. Oui, sur le quantique, c'est passionnant, mais c'est très abstrait. Moi, j'avais trouvé une analogie. Pour le cas de Kobli, j'avais trouvé une analogie qui me semblait pas mal. C'est que le quantique, c'est comme un four très spécial, le grand chef de cuisine, mais qu'on ne sait pas installer dans ses cuisines parce qu'on n'a pas les cuisines qu'il faut. Et là, Kobli propose une solution qui se branche sur la prise qu'il y a dans ta cuisine. Oui, qui standardise un peu qui s'approche d'une utilisation avec des moyens existants. Voilà, et dès que tu parles de cuisine, là, tout le monde comprend. Enfin, moi, personnellement, je comprends. Plus clair, on enchaîne avec un autre sujet concernant Microsoft. Microsoft qui, vous le savez, s'émancipe d'OpenAI, ou alors OpenAI s'est émancipé de Microsoft. Ça, tout dépend de quel côté on se place. Et Microsoft prépare en fait ses solutions d'IA. Christophe, tu as un peu creusé le sujet. Explique-nous en fait ce que Microsoft est en train de mettre en place en termes de stratégie d'IA. Microsoft, comme la plupart des acteurs logiciels, fait face un peu à une menace existentielle avec l'arrivée de l'IA. On voit bien, tous les acteurs sont chahutés et on se pose des questions avec l'IA générative. Est-ce qu'on aura besoin de logiciels ? Donc ils sont face à... Donc pour Microsoft, ils l'ont déjà fait dans le passé. Ils ont réussi. L'interface graphique avec Windows à l'imposer, l'Internet, Azure, ils ont réussi un retournement. Et là, ils sont de nouveau face à ça. Et en regardant cette rafale d'annonces où on est un peu perdu, je pense que je retrouve quand même des thématiques et un ADN qui existe. C'est-à-dire que face à ça, la première chose, c'est qu'ils s'étaient appuyés sur OpenAI pour rester... je dirais, dans l'écosystème AI, il s'en émancipe autant qu'à mon avis OpenAI s'émancipe. C'est lui qui l'a repéré aussi en 2017, Satya Nadella. Il a dit oula, on va les surveiller. J'avais expliqué précédemment que je pense que Microsoft a beaucoup gagné du deal de sortie. Là, ils enfoncent le clou en développant leur propre modèle et finalement en commoditisant le LLM, en disant la valeur, elle est plus sur les agents. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit les investissements en dizaines de milliards, il va falloir avoir un retour sur investissement. Sur la couche le retour sur investissement, il est sur ASML, sur Nvidia, mais qui va récupérer la monétisation de tout ça ? Et la vision de Microsoft, c'est pas le LLM tout seul, c'est les agents en tant que tels. Donc, ils ont un énorme atout, c'est toutes les données, la base installée qu'ils ont chez les clients. Donc, qu'est-ce qu'ils font ? Ils commoditisent, ils développent leur propre modèle IA. Donc, ensuite, ils se disent, on avait copilote, mais ça marche pas très bien. On passe de copilote à l'autopilote, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on imite un peu Open Cloud ou ces choses où on dit on va pouvoir confier les agents. Ils vont même un cran plus loin en disant vous allez avoir un sorte d'alter ego, de chief of staff de vous-même qui s'appelle Scout ou Scout en anglais, où vous allez pouvoir lui poser les questions. Il va agir comme un utilisateur. Il va pas être à côté de vous, mais il va être dans Windows. Il le met dans Teams, c'est tout ça. Il est au cœur de Windows. Il a accès à tous vos outils. Et d'ailleurs, Microsoft le considère comme un
utilisateur vu de l'IT, donc je pense qu'on va bientôt lui demander de payer une licence aussi. Donc on a ça, donc quelque part on capitalise sur la part de marché qu'on a, donc on enferme l'utilisateur dans ça, mais néanmoins on se dit un jour ou l'autre quand même OpenAI ou Anthropic vont vouloir accéder à ces données, donc on met un péage, donc c'est WorkIQ, il ne s'appelle pas ça comme ça mais c'est un péage où les API au début on peut taper dedans puis petit à petit on va lui dire maintenant c'est payant, il ne faut pas consommer autant, donc là quelque part on s'assure. Et puis derrière ça, on envoie un bon écran de fumée de ce qu'on aurait appelé en bon vieux temps du vaporware, c'est-à-dire un nouvel écran, un nouvel appareil. Oui, j'ai vu qu'il y avait du hardware des badges, aussi. Dont la philosophie est l'interface utilisateur prédéfinie, ça n'existe plus. Ouais. L'interface, elle est contextuelle. Si je suis une infirmière et que j'ai un badge électronique comme ça, si je donne un compte rendu, tout de suite, c'est le bouton compte rendu qui s'affiche avec l'interface, ce modèle. Et donc, c'est-à-dire que l'IA adapte l'interface selon ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que ce qu'on a vécu pendant des dizaines d'années, à savoir que c'est l'utilisateur qui doit s'adapter au logiciel, là, c'est le logiciel qui s'adaptera. Donc, ils prennent un cran d'avance sur ce sujet-là et on en est très loin, mais ça permet aussi de déstabiliser potentiellement. C'est assez exploratoire et c'est assez intéressant. Donc je retrouve une approche finalement, même si la société a changé, etc., mais qui vise dire je capitalise sur mes positions fortes et j'essaie de me positionner sur la tranche de valeur ajoutée sur laquelle je vais pouvoir aller récupérer l'essentiel de la monétisation. Voilà, là on est vraiment 100% B2B, oui. Tout ce dont on vous parle là, c'est vraiment pas pour les particuliers. Et d'ailleurs tout ça, pourquoi on parle de ces annonces, parce que c'était la grande conférence Build, on est dans la période des grandes conférences de printemps, d'été, on a la Google I.O., on a WWDC dont on parlera lundi soir ici d'Apple, là c'est la grande conférence développeur de Microsoft Build. Mais moi, je trouve que derrière tout ça, il y a quelque chose il y a un élément qui est en train de revenir en force, c'est Windows. Windows, ça va devenir le nouvel OS pour les agents. Et je trouve que Microsoft, là-dessus, il joue très... j'ai regardé un petit peu sur YouTube ce passage-là de Satya Nadella, et il replace Windows au centre du jeu, en disant ça va être l'OS pour les agents. Donc là, il y a un truc assez intelligent. Alors derrière, avec son Scout, là, ses modèles de raisonnement, etc., il ne met pas OpenAI de côté, il me dit voilà, ils s'intégreront comme les autres, mais ils seront peut-être obligés de payer. Voilà, c'est ça. Et puis, n'oublions pas leur base installée, quoi. C'est quand même 85% des entreprises aujourd'hui qui sont installées Microsoft. Donc, le jour où ça déploie, ça déploie. Philippe, un mot là-dessus ? Deux remarques. La première, c'est que c'est une démonstration à nouveau de la puissance et de Microsoft et de la vision et de la culture de Satya Nadella, puisque c'est de l'intégration verticale de bout en bout, jusque dans les puces. Là, pour ceux qui nous regardent à la télévision, il y avait également des présentations de puces. Donc, Microsoft conçoit ses processeurs, donc maîtrise toute la chaîne de valeur. Bon, OpenAI, ils ont jusqu'à 2030, mais 4 ans, ça va passer relativement vite. Pour moi, l'annonce qui m'a le plus intéressé, c'est Scout. Comme tu le disais, avec beaucoup de malice, le fait que Scout soit vu comme un utilisateur et donc ait son propre compte avec les effets de licence, c'est amusant. Pour moi, il va y avoir des questions assez intéressantes à se poser sur le plan juridique. C'est-à-dire que le jour où Scout te donne un conseil sur un sujet ou prend une décision, organise une réunion à ta place et je ne sais pas ce qui était prévu ou ce n'est pas ce qui était voulu, qui va se faire engueuler ? Et si tu quittes l'entreprise, qu'est-ce qui devient ton Scout là ? Est-ce qu'il appartient il pleure, il démissionne, et puis il se détruit. Il part en burn-out. Ouais. Non, le sujet de la sécurité et des risques associés, je l'ai creusé un petit peu et passe en détail. Bon, en disant visiblement, il y a une forme de sandbox au début qui est développée pour vérifier, mais après, il y a quand même quelqu'un qui appuie sur un bouton pour que ça marche. Et effectivement, avoir un agent qui effectivement prend les décisions pour toi, ça donne ils sont forcés à ce moment-là d'avoir une vraie réflexion de sécurité extrêmement forte et donc une intégration encore plus forte à l'infrastructure Azure, à Entra-ID. Je ne pensais pas tellement à la sécurité sur le plan technique, et je pensais à la sécurité juridique des utilisateurs. J'ai compris. Ouais. Ça, Microsoft sont forts aussi là-dessus. On parlait des données, la sécurité, c'est partie des gros acteurs. Belle transition, on va parler de juridique encore une fois et de tech. Et de voitures autonomes. Ce qui est intéressant avec le véhicule autonome, c'est que vous savez, il y a toujours ce débat, qui est responsable quand on conduit et qui est responsable quand on a un accident. Vous savez que Tesla ne se mouille pas. Tesla, leur philosophie est simple. À partir du moment où vous enclenchez le bouton du système autonome, le FSD,
vous devez tenir le volant parce que vous êtes responsable de tout ce qui arrive, même si la voiture s'encasse dans un mur toute seule. Vous êtes responsable. Ce qui est intéressant, c'est que BYD, qui est l'un des gros concurrents de Tesla, lui, va à contre-courant avec une décision qui est très intéressante. C'est le premier constructeur, en fait, à couvrir intégralement les accidents. C'est-à-dire qu'ils disent, nous, on est responsable pendant un an, hein. Je tiens quand même à le préciser. C'est la première année. Et puis c'est en Chine pour l'instant. Et c'est en Chine. C'est la première année. Effectivement. C'est l'année pendant laquelle tu n'oses pas lâcher le volant. C'est ça, parce que tu as peur. Et uniquement sur certaines fonctions. Enfin voilà, il y a quand même un... Exactement, avec en plus le dernier système qui s'appelle God's Eye, le 5.0. Mais en gros, voilà, vous achetez une BYD, vous cochez toutes les cases, vous êtes en Chine, etc. etc. Si vous avez un accident durant la première année en conduite autonome, eh bien, c'est BYD qui paye. Voilà, c'est pas vous, vous n'êtes pas responsable. Je trouve ça intéressant parce que, ça a fait réfléchir tous les constructeurs automobiles, parce que là, avec ce coup de pied dans la fourmilière, ça va donner forcément des réflexions sur tous les constructeurs auto, et je voulais avoir votre point de vue là-dessus. Je trouve ça hyper intéressant. Qui commence ? Philippe ou Christophe, dites-moi. Vas-y Philippe. Moi, je suis en train de rechercher parce que j'ai pas assez préparé. Je sais que BYD revendique 200 millions de kilomètres parcourus par sa flotte de voitures tous les jours. J'étais en train de chercher le chiffre de Tesla, le chiffre équivalent, parce que pour annoncer quelque chose comme ça, il faut avoir sacrément confiance dans la capacité d'auto-apprentissage de l'ensemble de ces voitures, dans la capacité de mise à jour, mais ça, BYD, les Chinois savent faire aussi bien que Tesla sur ce sujet maintenant. Le déplacement que je trouve très intéressant et très intriguant de la part de BYD, c'est que BYD devient son propre assureur. Parce que jusqu'ici, à la fin, le juge de paix sur toutes les questions de responsabilité dans tous les domaines d'application de l'IA, ça sera l'assureur qui décidera de prendre ou de ne pas prendre. De dire ça c'est assurable, ça l'est pas. BYD prend le sujet de vitesse. Alors, c'est limité, je crois, au périmètre strictement de la Chine. C'est et puis c'est les déplacements urbains aussi. Et puis ils disent ils pourront aller vérifier les données pour voir si tout a été bien respecté. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Mais néanmoins, ils font ce mouvement de se dire je deviens assureur pour apprendre peut-être ce marché, cette activité-là. Mais c'est un joli coup quand même. C'est un coup marqué. Non, mais c'est un joli coup. Je fais juste une petite parenthèse. Si vous nous regardez en image, vous verrez passer les porte-conteneurs. Enfin, ils construisent leurs propres porte-conteneurs. BYD, on les voit à l'écran. Pour transporter leurs voitures. Ils vont en construire 6 ou 7 pour transporter plus de 9000 voitures. Si vous regardez en télé, vous les voyez apparaître derrière. C'est absolument... Mais ils vendent de la confiance. Et d'ailleurs, dans les assurances, ils assurent le dommage aux personnes, les frais médicaux, etc. Donc c'est vraiment... La confiance, ça devient un argument commercial. Tu sais, peu à peu, on est arrivé... Avant, c'était le moteur, 6 cylindres en V, voilà, ça freine bien, etc. Après, on a commencé à parler du multimédia. Voilà, vous pouvez connecter votre téléphone, vous avez toute la partie navigation et tout ça. Et aujourd'hui, alors, il y a la partie électrique, évidemment. Mais là, aujourd'hui, c'est la confiance. Il va maintenant avec nous. La question, excuse-moi, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que BYD souscrit une assurance lui-même ? Ah bah certainement. Ou est-ce qu'ils se disent, OK, bon, on ne prend pas d'assurance. On part du principe qu'on va avoir statistiquement, je sais pas moi, tant de millions d'accidents tous les ans sur tout notre parc automobile. Et finalement, c'est des dépenses marketing. Je pense qu'il doit y avoir une assurance. Ils ont certainement une assurance spéciale qui a été conçue. Mais encore une fois, c'est sur la Chine uniquement. Oui, puis c'est le marché. Je connais pas le marché chinois de l'assurance. Voilà. C'est peut-être très différent. Je peux penser que c'est le cas. L'autre chose, c'est qu'il y a certainement des petites lignes dans le contrat, il y a un ensemble de choses. Mais ce qui est intéressant, c'est le message marketing, parce que ce qu'on retient, c'est le message majeur, c'est BYD prend toute la responsabilité, quoi qu'il arrive. Donc c'est une façon la meilleure démonstration de confiance, c'est finalement d'accepter d'en payer les erreurs. Et vis-à-vis je pense que aussi, c'est aussi dans l'image de l'entreprise. Aujourd'hui, il y a eu notamment aux États-Unis ou en Europe, par rapport à Tesla, on se dit, oui, attends, BYD, il y avait historiquement une image de la construction des acteurs chinois qui était de moindre qualité. Je pense qu'ils ont bien progressé là-dessus. Et là, quelque part, ils ont un différenciateur
sur un élément vraiment très important. Quand on y réfléchit, c'est quand même important dans le secteur. Je trouve que cette annonce, elle est importante parce que c'est pour ça que je voulais qu'on en parle. Ça va mettre la pression sur les... Mais je trouve que ça met la pression. Non, mais ça met la pression, en fait, sur les constructeurs, ça met la pression aussi sur les assureurs, bien sûr, qui, pour l'instant, ne se mouillent pas avec ce truc qui va leur péter la figure un jour ou l'autre. Ça, c'est clair. Et je trouve que BYD, là, et ceux qui font le logiciel bim, avance. Tu vois, ceux qui font le logiciel aussi, tu vois, avec le logiciel de niveau 3, niveau 4. Évidemment. Et je trouve que là, c'est un signe. Alors, je pense encore une fois, c'est la conduite assistée en cycle urbain et le parking autonome. Hein, donc, mais le message envoyé, en tout cas. Mais le message envoyé aux concurrents, il est redoutable. Pour moi, c'est chiche. C'est une attaque indirecte ou directe sur Tesla. On dit, vous faites comme ça, nous on a entièrement confiance en nos IA et regardez. Et ce qui est sûr, c'est qu'ils ont confiance aussi parce que, comme tu le disais, Philippe, il y a un nombre de kilomètres parcourus et que maintenant la capacité d'apprentissage des systèmes à base de caméras. Ils ont des LiDAR ou pas, BYD? Non, ils ont des caméras comme... je pense qu'ils ont des LiDAR. Ils ont des LiDAR. Mais enfin, tous ces ont une capacité d'apprentissage pour pouvoir, évidemment, de réagir. Ils ont une meilleure confiance dans leur capacité à éviter les accidents. Il nous reste 3 minutes, j'aimerais qu'on évoque un autre sujet, alors qui est intimement lié aussi aux voitures autonomes. C'est non pas des voitures robots, mais des robots humanoïdes, tout simplement. Et il y a quand même une vraie, comment dirais-je, un vrai accord entre tous les investisseurs et les industriels en disant demain, ça va être le nouvel Eldorado technologique, les robots humanoïdes qui vont transformer l'industrie, mais aussi les foyers, parce que dans la prochaine décennie, on achètera des robots humanoïdes comme on achète aujourd'hui peut-être une voiture ou un scooter, etc. Et ces robots, alors évidemment, seront dans les usines. Ils le sont déjà. Mais peut-être que demain, ils seront à la maison, ils vous rendront un coup de main, ils feront le ménage à votre place, des tâches ménagères, etc. Ou peut-être qu'ils pourront accompagner les personnes âgées. Évidemment, ce n'est pas les constructeurs de robots qui disent ça. C'est vraiment les investisseurs qui disent... Ils mettent un vrai pari, c'est le vrai pari des investisseurs. On met un ticket là-dessus. Dans 10 ans, ça va inonder le monde et le marché. Qu'est-ce que vous en pensez ? Rapidement, il nous reste 3 minutes. 3-4 minutes. Là encore, il va falloir faire attention aux Chinois, parce que c'est les Chinois qui sont le plus avancés. On le voit chaque année au CES. On a beau voir notre Tesla, dans le monde occidental, Tesla avec Optimus mais tout le reste, Boston Dynamics, c'est avec SoftBank, donc là on est un peu plus vers le Japon, mais Figure AI, One X Technology, ce sont tous... Et Boston, c'est Hyundai en plus. C'est Hyundai, tu as raison. Peut-être que SoftBank a des parts, tu as raison. Mais c'est Hyundai. C'est SoftBank, et puis ils ont revendu à Hyundai, mais en fait c'est asiatique. Et là, pour moi, le gros sujet, ça va être une domination chinoise, parce que là, des robots chinois chez soi, c'est une autre histoire. Philippe. Oui, je le dis de temps en temps quand j'ai la chance et l'occasion d'être sur ce plateau, la Chine a appris en 20 ans à fabriquer des objets de très haute technologie en très 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 grande quantité. Moi, il y a deux sujets qui me fascinent avec les robots humanoïdes. Le premier, c'est qu'on se demande souvent pourquoi c'est des robots humanoïdes. Pourquoi ils ont cette forme-là. Oui. Et la réponse pour moi la plus simple, c'est qu'en fait, le monde qui nous entoure a été fait pour notre taille. Et que donc, si on veut substituer des aides au plus grand nombre avec un format générique, en fait, on arrive à l'humanoïde. Et puis pour moi, il y a une très très grande question, mais là qui est plus économique, c'est que c'est très bien de remplacer des gens qui travaillent par ces robots, des aides à domicile, etc. etc. Sauf que ces robots, ils ne paient pas de cotisation, ils ne votent pas, ils ne consomment pas. Et donc toute la question, ça va être de savoir comment est-ce que nos modèles sociaux vont s'adapter. Et ce n'est pas une crainte pour moi, c'est vraiment un enjeu de bascule, parce qu'on va avoir besoin effectivement de toutes ces aides pour des tâches que plus personne ne veut faire et qui pourtant nécessitent de l'aide, avec une très grande question derrière, mais c'est pour une autre fois, qui est celle de la présence, parce qu'un robot pourra sans doute se substituer et assister dans plein de tâches de la vie quotidienne, il ne remplacera jamais la présence de quelqu'un, même quand ce quelqu'un est insupportable. Tu sais, je pense qu'avec les progrès de l'IA générative et des assistants vocaux, on arrive aujourd'hui à avoir des conversations avec des IA qui sont quand même assez bluffantes. Et je me dis que demain,
avec les progrès qu'on va avoir dans ce domaine-là, on pourra avoir aussi des interactions bluffantes avec ces machines. Je pense. Oui. Christophe. Non, c'est vrai qu'ils répondent à des grands enjeux, des enjeux de dépendance, etc., mais aussi des enjeux militaires, parce que c'est aussi un énorme risque on est obligé de maîtriser ces technologies-là. Donc l'avance qu'ont pris les Chinois, je pense qu'au niveau américain, ils vont mettre le paquet. Nvidia est très très présent sur le sujet. Oui. Pas seulement sur les chipsets, mais aussi sur le développement de sa plateforme, la GR00T, là, je crois que c'est le nom, qui vise en fait à devenir une plateforme sur laquelle ils vont OEMiser finalement cette plateforme logicielle. Et le potentiel, je crois, c'est de l'ordre de 40 trilliards de dollars de ce qu'a dit Jensen Huang sur ce que représente potentiellement la robotique au sens large. Donc oui, je pense que c'est un énorme enjeu. Et là, c'est un bon exemple là où l'Europe regarde un peu les trains passés. Elle regarde surtout les feux d'artifice chinois dont on n'a pas compris la symbolique. Et quand vous êtes capable de faire des feux d'artifice en 3D avec des effets magiques, avec des milliers de drones parfaitement synchronisés, en fait, vous faites une démonstration de force militaire énorme qui est sous nos yeux. Oui. À tous les nouvel an chinois, à tous les nouvel an, c'est sous nos yeux et on n'a pas compris. Ça sera le mot de la fin parce que c'est vrai que c'est très fort. Bravo, Philippe. Il mérite d'être chez Jolt quand même. Là, ça sera la conclusion. La robotique, c'est fantastique. La robotique, c'est fantastique. Alors, pas tout de suite, mais dans 10 ans. Moi, je pense qu'il y a tout un sujet, évidemment, pour les seniors qui restent chez eux et qui auront besoin d'assistance. On voit que c'est de plus en plus compliqué pour eux de trouver des hommes et des femmes qui viennent. Voilà. Et je pense que ces robots peuvent avoir véritablement... Même dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux aussi, bien sûr. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à Philippe Devost, Christophe Holnet et Frédéric Simotel. On se retrouve demain, Fred, bien sûr. Et vous restez avec nous. Tech & Co, la quotidienne. Dernière partie dans 1 minute. On va s'intéresser justement aux lanceurs spatiaux. Et vous le savez qu'aujourd'hui, il est très compliqué de trouver un créneau sur une fusée pour lancer un satellite. Ride, une startup a peut-être trouvé la solution. Et puis, on parlera de Nanomate, qui est une startup qui arrive à rendre tactile, ça c'est impressionnant, n'importe quel matériau en fait. Et donc, ils peuvent transformer n'importe quel matériau en, fonction tactile. C'est assez impressionnant, ils vont tout nous expliquer tout à l'heure. 20h30, on revient juste après cette petite pause avec Léa Benaïm qui nous rejoint pour le Tech Flash. A tout de suite. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business. Tech & Co, la quotidienne, Tech Flash. Bonne soirée, merci d'avoir choisi BFM Business et Tech & Co. Comme chaque soir, 19h30, 21h. On sait que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à nous écouter, à nous regarder, que ce soit en direct, à la radio, à la télé, ou en replay, ou en podcast. Il est 20h33. Un résumé de l'actu tech du jour. Je sais que vous attendez ce rendez-vous. Eh bien, ça y est, il est là. Et c'est avec Léa Benaïm. Et c'est le Tech Flash. Bonsoir Léa. Bonsoir François et bonsoir à tous. Et à la une, plus que quelques jours avant l'introduction en bourse de SpaceX, qui s'annonce déjà comme la plus grosse IPO de l'histoire. Et on connaît désormais le prix de son action, $135. Le groupe d'Elon Musk qui prévoit également de lever 75 milliards de dollars à cette occasion, ce qui valoriserait SpaceX à près de 1800 milliards de dollars. Également, dans l'actualité, Alphabet revoit encore à la hausse sa méga levée de fonds destinée à financer son IA. Après avoir annoncé lundi vouloir lever 80 milliards de dollars, la maison mère de Google vise désormais 5 milliards de plus. Et ce pour répondre au fort appétit des investisseurs. Il s'agirait ici de la plus importante levée de capitaux en actions jamais réalisée. Et dans l'actualité, il y a toujours aux États-Unis, Donald Trump va finalement réguler l'IA. Mais à sa manière. Et oui, cette nuit, le président américain a signé un décret qui donne au gouvernement la possibilité d'examiner les modèles d'IA les plus puissants avant leur sortie commerciale, et ce afin de se prémunir d'éventuels risques cyber. En revanche, cette évaluation repose uniquement sur la base du volontariat des acteurs de l'IA. Le caractère obligatoire de la mesure a lui été abandonné. Et puis le Parlement européen va abandonner Google sur
sur ses ordinateurs professionnels. C'est le moteur de recherche français Quant qui remplacera le géant américain dès demain. Il sera installé par défaut mais sans obligation. Une décision qui s'inscrit dans un plan plus large présenté hier par Bruxelles pour réduire sa dépendance aux fournisseurs étrangers. Et enfin, Apple n'est finalement pas prêt à abandonner le Vision Pro. L'entreprise travaillerait même sur un nouvel outil dédié à son casque. Elle aurait déposé un brevet pour un stylet équipé d'un capteur haptique, un accessoire capable de détecter la texture d'un objet virtuel et de la faire ressentir à son utilisateur. Reste maintenant à voir si ce brevet aboutira un jour à un produit fini. Et pour finir, direction la Silicon Valley où se trouve le Y Combinator, un accélérateur de start-up basé à San Francisco qui a vu passer pas mal de monde, Airbnb, Stripe ou encore Reddit. La rédaction de BFM Tech a pu se rendre sur place pour une émission exclusive à retrouver sur notre chaîne YouTube BFM Tech et on écoute un extrait. 2005, c'était le tout premier batch, on appelle ça des batchs, des ensembles de boîtes qui passent par le programme. C'est là qu'est passé Reddit. C'est là où Sam Altman, qui est à la tête d'OpenAI, avait sa première boîte par exemple. Aujourd'hui, Y Combinator a un peu grandi. On n'est pas loin de 6000 boîtes dans lesquelles on a investi déjà. Donc on a ce programme de 3 mois, 4 fois par an, où on investit $1,5 million par société. 3 mois, c'est le temps qu'il faut au Y Combinator pour tenter de transformer une start-up en société à succès. Après être lui-même passé par l'accélérateur en 2014, Nicolas Dessaigne est aujourd'hui l'un des general partners du Y Combinator. En plus d'accompagner les fondateurs pendant le programme, il fait partie de ceux qui sélectionnent les heureux élus parmi près de 80 000 candidatures chaque année. Et pour postuler, rien de plus simple. Chaque founder doit remplir un rapide dossier en ligne, pensé pour être complété en un quart d'heure maximum. Pas de démarche administrative lourde ni de processus complexe, mais une volonté de comprendre l'essence même de ce qui anime chaque candidat. Voilà, programme à retrouver sur la chaîne YouTube BFM Tech, bien évidemment, et sur le site de BFM Tech. Il est 20h37. On va parler d'espace maintenant avec mon invité. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Valentin Benoît est avec nous. Bonsoir Valentin. Bonsoir François, bonsoir à tous. Président et cofondateur de Ride. Alors ce qui est intéressant, c'est que Ride permet en fait de réserver un créneau pour mettre un satellite en orbite. Ça ne s'adresse pas à monsieur et madame tout le monde, ça c'est clair. Et vous vous dites, mais à quoi ça sert en fait ? Pourquoi Ride justement fait cette interface, cet intermédiaire ? Eh bien tout simplement parce qu'aujourd'hui, il y a pénurie de lancement de satellites parce que toutes les fusées, évidemment, sont réservées des mois, des années à l'avance. Et c'est un vrai problème. On va peut-être commencer par ça aujourd'hui. Il y a une telle appétence pour l'exploration spatiale et satellites, etc., qu'aujourd'hui, pour trouver un créneau, c'est la galère. Exactement. Il y a une crise, on peut le dire, sur le marché du lancement spatial. Un marché qui est relativement, on va dire, orienté vers l'offre. Et globalement, les satellites aujourd'hui européens et pas que ont un vrai problème d'accès à l'espace. Et donc Ride y répond en proposant des services de lancement. Globalement, c'est toutes les étapes qui partent depuis l'usine jusqu'au décollage de la fusée. Donc trouver le bon vol, avoir les bonnes autorisations pour pouvoir lancer et aller sur les pas de tir pour intégrer les satellites dans les fusées. Donc c'est le métier de Ride. On est un fournisseur de services de lancement. On est leader français et en ce moment, on essaye au plus qu'on puisse proposer des solutions pour un marché en crise, effectivement. Alors, vous allez nous expliquer comment vous faites, mais peut-être un constat. Combien y a-t-il de sociétés aujourd'hui qui ont la capacité à lancer des satellites ? On voit que c'est pas facile. On a encore vu la semaine dernière la fusée Blue Origin exploser avant même son décollage. Explosion spectaculaire, incroyable, qui a cramé tous les environs du pas de tir. Le pas de tir qui a fondu. Enfin bon, ça a été une catastrophe cette histoire-là. On se rend compte que voilà, c'est pas une technologie qui est hyper maîtrisée. C'est pas comme l'aviation par exemple, en fait. Tout à fait. En fait, chaque fusée est unique, a des technologies de propulsion, moteurs spécifiques. Dans le monde, globalement, il y a une centaine de sociétés de lancements spatiaux, mais très opérationnellement, il n'y en a que très peu qui lancent de manière fréquente. La première, et de très loin, c'est SpaceX, Falcon 9. Qui a réussi à industrialiser en fait le lancement. Exactement. C'est un modèle en fait de supply chain et de manufacturing pour délivrer tous les 3 jours un lancement qui part, qui atteint l'orbite, en orbite basse. Voilà, avec 100% de réussite à chaque fois. Pas loin, 95 et quelques, mais effectivement, il y a toujours une marge d'erreur parce que c'est de la haute technologie.
En Europe, on a des acteurs qui sont historiques et qui sont toujours très performants. Arianespace avec Ariane 6, Avio en Italie, et globalement... Ouais, mais Ariane 6, c'est bon, on en est au début, voilà, on a quelques lancements par an. Enfin... Tout à fait, une dizaine de lancements par an. Après, ce qui est notable quand même sur Ariane 6, c'est qu'aujourd'hui, ils délivrent parfaitement les missions, des missions souveraines, des missions pour Amazon Leo, des missions pour des clients privés. Mais effectivement, en termes de cadence, l'enjeu actuel, c'est la cadence de vol. C'est combien de lancements peuvent désengorger le marché. Ride, parmi d'autres, achète des positions des fusées. Là, on a annoncé très récemment qu'on avait acheté 1 tonne à mettre à disposition pour le marché européen, justement pour désengorger un maximum le marché, mais ce n'est pas suffisant. Donc, en fait, c'est un mouvement qui a encore un petit peu de mal à aboutir. Globalement, la zone de tension, c'est entre maintenant et 2029. On estime qu'après 2029, il y aura un marché beaucoup plus ouvert avec des acteurs européens, sud-asiatiques et américains qui seront en mesure de donner un peu d'oxygène, en fait. Absolument. Parce que votre métier, c'est un peu comme, si on fait ça, ça me fait penser un peu au tourisme. Vous préachetez, comme si vous préachetiez des places dans un avion, en fait, et pour une destination, et après, vous revendez ces places. Exactement. C'est ça ? En fait, on vient apporter... Là, vous achetez des tonnes. Alors, c'est des tonnes, bien sûr. En fait, mais à quel lanceur vous avez acheté cette tonne? Aujourd'hui, on a des positions et des tonnes qui sont achetées donc, principalement sur SpaceX, parce que c'est ce qui lance dans des conditions fiables et fréquentes. On discute de manière très étroite avec des fusées européennes. On a lancé plus de 40 satellites dans le monde dans les 3 dernières années. On a lancé sur Ariane 6, on a lancé sur Avio en Italie. Donc, globalement, voilà, pour 10 lancements sur SpaceX, on en a 1 ou 2 ailleurs. Mais globalement, Ride a toujours on va dire un footprint le plus orienté entre donner une part belle à l'Europe dans des conditions de marché qui aujourd'hui vont quand même vers un monopole quasi exclusif de SpaceX sur le vol partagé, donc c'est-à-dire sur les satellites de moins de 500 kg qui sont tous regroupés sous une même coiffe. Ça veut dire que vous allez voir SpaceX, par exemple, vous leur dites, écoutez, à combien vous me faites la tonne de lancement? Enfin, je schématise au maximum, mais pour qu'on comprenne bien, à combien vous allez me faire la tonne sur SpaceX, en fait? C'est ça? Exactement. En fait, aujourd'hui, SpaceX a débloqué un marché commercial de l'accès à l'orbite basse. Il y a des prix qui sont sur étagère, des manifestes de vol. C'est que de l'orbite basse? C'est que de l'orbite basse. Tout ce qui est après orbite un peu plus lointaine, multiplanétaire, c'est, on va dire, un peu plus complexe à opérer. Mais dans l'absolu, c'est les mêmes logiques commerciales avec SpaceX. Ils sont très commercial oriented. Mais globalement, ce qui est compliqué en ce moment, c'est de débloquer plus de lancements, y compris chez SpaceX, puisqu'aujourd'hui, la priorité de SpaceX est donnée à 3 axes: Starlink, la défense, dans le contexte qu'on connaît tous, et après la vision presque civilisationnelle d'Elon Musk, avec les data centers en orbite, avec l'exploration lunaire et martienne. C'est-à-dire qu'eux, ils sont VIP. Exactement. Ils ont le gros de la capacité. Et nous, on doit se battre. Et après, il reste des miettes. Les places restantes, oui, on peut dire ça. Globalement, les vols commerciaux partagés, donc qui est notre créneau, il y a une dizaine de vols par an, là où SpaceX lance quasiment 150 fois par an. Okay. Donc en fait, donc c'est même pas 10%, ça reste même pas 10% en fait. Exactement. Ça reste le bas de ligne, on va dire, des priorités SpaceX, mais pour un ensemble d'acteurs de l'écosystème européen, les opérateurs de satellites, les dispenseurs motorisés, c'est crucial et c'est vital, en fait, cet accès à l'espace. Donc en fait, aujourd'hui, Ride et le marché européen est face à une impasse pour laquelle des solutions se mettent en place, ça prend du temps, mais globalement, Ride fait partie de ces solutions. Mais après, qui vient vous voir en fait? Ce sont des sociétés qui veulent lancer à tout prix rapidement des satellites, c'est ça? Exactement. Et qui vous disent, écoutez, moi j'ai un satellite plus ou moins rapidement, mais qui fait 300 kilos, j'aimerais qu'il parte en 2028 par exemple, ou 2029, je ne sais pas trop. Est-ce que vous pouvez trouver un créneau? Et vous vous occupez de tout? On trouve le créneau, on gère la logistique pré-lancement et l'intégration sous coiffe. Donc à titre d'exemple, on travaille en France avec des entreprises que vous avez sûrement reçues ici, Space Locker, Exotrail. Mais le but, effectivement, c'est en fait d'accompagner un service, une expertise qui n'est pas que le courtage, en fait, c'est aussi tout le reste. Parce qu'en fait, vous faisiez l'analogie avec l'aviation, le tourisme. Aujourd'hui, lancer un satellite, c'est évidemment acheter une place, mais c'est après répondre à un cahier des charges qui est ultra spécifique, ultra pointu, bien sûr, réglementaire, technique, programmatique. Et nous, on accompagne en fait des clients pour être là dans les bonnes conditions de prix, de délai. Donc en fait, le client fabrique le satellite, c'est tout. Après, vous vous occupez du reste. Sur le lancement, oui. Après, il l'opère en orbite, donc après, il reprend la main sur le satellite. Mais à partir du moment où il a fabriqué, vous venez le prendre, vous l'acheminez où il faut l'acheminer, et il est intégré dans la fusée, il part, et à partir de là, l'opérateur du satellite reprend la main. C'est ça? C'est ce qu'on appelle les services de lancement. Et donc, c'est un métier qui est assez historique, en fait, finalement, dans le spatial, qui est assez peu connu, mais qui devient de plus en plus critique. Et on est fiers de porter cette voix en France. On est leader français. Et on compte maintenant ouvrir plus encore de positions, encore une fois. Là, on passe vraiment en x10, en fait, par rapport à notre agenda des années précédentes. On avait acheté quelques centaines de kilos, et là, on passe à plusieurs tonnes.
D'accord. Vous avez parlé de SpaceX. Est-ce que vous êtes en train de négocier avec Ariane 6 justement pour Bien sûr, essayer d'avoir des tonnes, on va dire, libres pour acheminer d'autres satellites ? Absolument. Il y avait par exemple un grand congrès spatial européen la semaine dernière à Amsterdam, et donc nous on était intervenants au titre de notre métier. Encore une fois, nous on porte vraiment un discours d'avoir un programme de lancement partagé en Europe, soutenu par les pouvoirs publics, qui donne la part belle aussi à des alternatives concrètes, crédibles à SpaceX, y compris pour donner, on va dire, une part belle aux satellites européens. Donc c'est clairement des choses qu'on est en train d'essayer de mettre en place le plus possible pour qu'il y ait une certaine équité dans le rapport de pouvoir de l'accès à l'espace. Est-ce qu'il y a malgré tout des lignes rouges que vous ne franchissez pas ? On sait qu'il y a des lanceurs en Chine. Bon, la Russie, ok. Bien sûr, la Russie est sous embargo, donc c'est hors de question. Voilà. Globalement, un lancement spatial, c'est très réglementé. Donc, à la fois sur des questions de désorbitement, sur des questions de payload, de satellites biologiques, il y a des règles à respecter, on les respecte. Et après, nous, on a notre agenda, c'est-à-dire, effectivement, on ne travaille pas avec des pays qui sont sous embargo, qui sont blacklistés. L'extrême majorité de nos lancements sont en Europe et aux États-Unis. Pour l'instant, ça se passe très bien et on continue comme tel. Très bien, écoutez, merci beaucoup, passionnant tout ça. Valentin Benoît, président et cofondateur de Ride. Et tiens, si vous êtes passionné par tout ce qui touche à l'aéronautique et au spatial, sachez que nous serons lundi 15 juin au Paris Air Forum. Rendez-vous, peut-être qu'on se croisera, voilà, qui est un rendez-vous qui réunit tous les acteurs importants dans ce domaine-là. Et on vous fera un Tech & Co spécial depuis le Paris Air Forum. Ce sera lundi 15 juin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à 20h46, il est temps d'aller, comme chaque soir, du côté de la rédaction de BFM Tech. Tech & Co, la quotidienne. La chronique BFM Tech. Kesso Diallo nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Kesso. Bonsoir. Alors ce soir, tu vas nous parler de Bouygues, qui a lancé un service de traduction automatique des sous-titres par IA pour rendre ses contenus plus accessibles. Je crois que c'est à la télé. Oui, c'est à la télé et c'est une première dans le secteur des télécoms. Ce service, il est disponible depuis aujourd'hui et il permet de regarder un programme en direct avec les sous-titres qui sont traduits en temps réel. Cette traduction, elle est faite par une IA et en local dans le décodeur B.TV. En fait, c'est la même IA que Bouygues utilise déjà pour optimiser la qualité d'image avec ce décodeur. Mais pour fonctionner, il faut quand même que le flux en direct propose déjà des sous-titres pour malentendants. Ces sous-titres, en fait, ils servent de base de travail à l'IA. Et à partir de là, l'utilisateur peut activer la fonction depuis l'interface de la chaîne qu'il regarde via une icône appelée langue et sous-titres et choisir la langue souhaitée. YouTube fait ça d'ailleurs, je crois. Ils font de la traduction à la volée. Peut-être pas sur du live. Oui, peut-être pas, ouais. Par exemple, il y a plein de YouTubeurs américains que vous pouvez retrouver en traduction et même parfois vocale. C'est assez impressionnant. Ouais. Vous entendez une voix robotisée qui traduit. Exactement. C'est assez étrange quand même. Mais il y a quand même quelques limites avec ce service Bouygues, je crois, Kesso. Oui, parce qu'en fait, ce service, il est lancé sous forme de test pour commencer. Donc pour le moment, il n'y a que 5 langues. L'arabe, l'espagnol, le portugais, l'arabe et le mandarin. Mais Bouygues a précisé que ces langues, elles pourraient évoluer selon les résultats de cette phase de test en septembre, parce que l'objectif avec ce service, c'est d'aider les personnes qui ont des difficultés avec la langue française ou celles qui apprennent une langue étrangère. Donc mais pour le moment, seulement quelques clients peuvent tester ce service, et il y a seulement sur quelques chaînes. Donc il faudra voir comment ce service il évolue. Mais en attendant, il sera possible de voir à quoi il ressemble au salon Vivatech dans quelques jours. Voilà, et à noter que Samsung notamment propose l'équivalent de ce service sur ces télés de dernière génération avec Copilot et Perplexity, je crois. Ils ont intégré l'IA qui permet de faire des traductions comme ça de contenu étranger à la volée. Merci beaucoup. C'était Kesso Diallo de la rédaction de BFM Tech. Et si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez aller jeter un œil sur le site de BFM Tech. 20h48, on va maintenant parler d'une boîte qui s'appelle Nanomade et qui fait un truc assez intéressant. On vous explique tout de suite. Tech & Co, la quotidienne, l'invité. Olivier de Trémaudan est avec nous ce soir sur le plateau. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Vous êtes le président et le cofondateur de Nanomade. Vous présentez donc des capteurs tactiles quantiques. Et en fait, en essayant de comprendre ce que vous faites, d'après ce que j'ai saisi, vous arrivez à rendre tactiles des matériaux qui ne le sont pas. Absolument. Comme le métal, par exemple. Vous savez, le verre, le plastique, on a tous des écrans sur soi, des écrans capacitifs, c'est très bien. Ça a juste une limite, c'est que si on appuie fort, on ne mesure pas la pression du doigt.
Et surtout, ça ne marche pas sur du métal. Il n'y a pas la notion de force et ça ne marche pas sur du métal. Nous, notre capteur, c'est un capteur de déformation ultra sensible, extrêmement sensible. On va le coller sous une structure en métal. Donc ça, par exemple, c'est un produit qu'on a présenté en avant-première au CES cette année. C'est le premier trackpad sous métal, un trackpad de PC comme celui que vous avez devant vous. D'accord. Sauf que celui que vous avez, c'est sur du plastique. Là, c'est sur du métal. Et on a quasiment la même sensibilité qu'un trackpad classique sur un PC. L'intérêt, c'est que sur les PC en métal de marques comme Apple ou Dell, vous êtes obligé de découper pour mettre le trackpad, alors que là, c'est toute la surface du PC qui peut devenir du coup une surface tactile. Donc même quand on ferme le PC, on intègre nos capteurs sous la coque du PC et ça devient une surface tactile pour pouvoir passer des slides et ce genre de choses pendant que le PC est fermé. Voilà ce genre d'applications qui sont possibles grâce à notre capteur. Alors pourquoi vous appelez ça capteur tactile quantique ? Alors, est-ce que vous m'autorisez, un petit peu de physique ? Oui, si vous voulez. Le tout, c'est que vous ne m'endormiez pas les auditeurs et les téléspectateurs. Il est un peu tôt, il est 20h50. En fait, notre capteur, c'est ça. Oui, donc ça c'est quoi ? Ça ressemble un peu à une peau de léopard, vous voyez. Oui, c'est une feuille de plastique avec des composants. Tout à fait, qu'on va coller. Avec des circuits imprimés dessus. Avec des circuits imprimés. En fait, ça, c'est des petites jauges de contraintes. Les jauges de contraintes, ça existe, c'est vieux comme le monde. Il y en a dans les balances. C'est ce qui permet de mesurer des déformations et des poids. Nous, notre capteur, en fait, on l'a dopé avec des nanoparticules. Et ces nanoparticules, elles vont créer ce qu'on appelle un effet quantique qui s'appelle un effet tunnel. Et donc, en fait, elles vont être 75 fois plus sensibles que les jauges de contrainte du marché. Et ce 75 fois plus sensible fait que quand je pose mon doigt sur 0,8 mm d'aluminium, je vais pouvoir mesurer les micro-déformations, parce qu'on parle vraiment de micro-déformations de mon doigt, et ainsi savoir où est positionné mon doigt et la pression que j'exerce dessus. Voilà, c'est ça le principe. Un petit peu d'électronique quand même pour faire marcher tout ça. Et c'est de l'électronique imprimée. Donc l'avantage aussi, c'est que ça a un coût qui est très bas. Et donc ça peut intéresser beaucoup d'industries comme l'électronique grand public, comme l'automobile, ce genre d'industrie. C'est vrai que vous citiez les constructeurs de PC. On voit bien Apple qui veut toujours des produits parfaitement finis, qui déteste les mélanges entre les textures, etc., pour être intéressé par ce type de choses. Absolument. On est actuellement vous êtes allé en discussion. Vous avez un peu tapé à la porte de Cupertino ? Alors, c'est difficile de rentrer chez Apple. Toutefois, on est en discussion pour lancer le premier trackpad métallique avec un grand nom du PC. Bravo. Et son sous-traitant qui est basé à Taïwan. D'accord. Donc, si tout va bien, en 2027, on devrait sortir les pré-séries. Et le premier PC avec un trackpad métallique devrait sortir en fin d'année prochaine. Peut-être qu'on le verra alors au CES de 2027, ce premier tout à PC. Fait, on verra au trackpad. CES. C'est ce qu'on présentera aussi au CES 2027. On est en train de travailler dessus. C'est que notre capteur permet aussi de faire de la peau synthétique. Juste avant mon intervention, vous parliez des robots humanoïdes. Oui. Aujourd'hui, l'enjeu du robot, c'est essentiellement des problématiques liées au toucher à la peau, savoir quand le bras touche quelque chose, la peau, l'appréhension, être capable de savoir mettre suffisamment de pression pour tenir un objet. Et aujourd'hui, il y a très peu de technologies qui sont capables de faire ça, qui saturent très vite. Donc en gros, les robots sont capables soit de prendre des petits objets ou des gros, mais pas entre les deux, comme nous, on est capable de le faire. Et notre technologie répond à ça. Et donc là, on est en train de travailler sur un prototype avec un partenaire spécialisé dans les semi-conducteurs, et on va présenter ça au CES dans 6 mois. C'est-à-dire que vous pourriez apporter le sens du toucher au robot. C'est exactement ça. C'est exactement ça, tout à fait. Alors, l'exemple que vous nous montrez là, c'est avec donc du métal, mais est-ce qu'on peut imaginer cette technologie fonctionner sur d'autres matières ou est-ce que toutes les autres matières peuvent être tactiles en fait ? En fait, le principe, c'est qu'on vient mesurer des déformations. Donc, en fait, tant que la matière va se déformer, on va pouvoir mesurer. Donc, ça peut être de la fibre de carbone, ça peut être bien sûr du verre, comme on peut avoir sur les technologies capacitives. Mais est-ce que ça peut, par exemple, je ne sais pas, révolutionner le design d'un meuble qui pourrait devenir tactile, je dis n'importe quoi. Hein. Par exemple, alors après, si le bois est trop épais et qu'on met son doigt dessus et qu'on met juste 4 newtons de force, on ne va rien déformer, donc le capteur ne va pas pouvoir marcher. Mais en effet, oui, mais si on réduit par exemple l'épaisseur du bois à l'endroit Exactement. où on peut voir une zone tactile,
Absolument, c'est ce qu'on fait là, par exemple. Ça fait un peu penser aux chargeurs à induction, vous savez qu'il y a de plus en plus sur les meubles. Complètement. C'est-à-dire que là, au lieu d'avoir un chargeur à induction, on aurait une petite, je sais pas moi, une interface qui nous permettrait de je sais pas moi, télécommander de la musique ou une télé. Complètement. Oui, on discute avec des boîtes de design, ils s'éclatent pas mal avec nos capteurs. Après, ce qui prend du temps, c'est de passer du prototype à l'échelle industrielle, mais il y a beaucoup de sujets, en effet, il n'y a pratiquement pas de limite en termes de design possible avec nos capteurs. Surtout, comme vous avez vu, ils sont flexibles, ils peuvent même être intégrés dans des formes 3D. Oui, et on peut même imaginer aussi... j'imagine que vous avez déjà pensé à plein de choses, mais dans les transports en commun, pour piloter, par exemple, je sais pas moi, l'ouverture de quelque chose ou la fermeture de quelque chose, le fait en plus que ce soit totalement tactile, ça peut pas s'abîmer. Enfin, il n'y a pas de friction mécanique. Il y a le côté extrêmement robuste. Là, par exemple, je suis venu avec un autre exemple. C'est un boîtier de cash machine, de distributeur de billets. Oui. Aujourd'hui, c'est des boutons mécaniques extrêmement étanches, anti-vandalisme. Ça coûte très cher. C'est pas forcément très robuste. Nous, qu'est-ce qu'on a fait ? En fait, c'est juste une plaque de métal. On a collé notre capteur derrière. Vous avez prédécoupé des petits ronds. On a prédécoupé des petits ronds. Et en fait, quand on pose le doigt, on détecte en fait la déformation. Et ça, vous pouvez donner des coups de marteau, vous pouvez le déformer. Ça continuera à fonctionner. Voilà. Et c'est aussi pour ça qu'on sera présent à Eurosatory dans 15 jours. Et on va présenter... on y sera aussi, tiens. On va se croiser. On va se croiser. Je vous donnerai l'adresse de notre booth. Et cette technologie est aussi utilisée pour des technologies de la défense, pour créer des interfaces de commande pour le soldat. Parce qu'aujourd'hui, le soldat, c'est devenu à lui tout seul une PME. Il est sur le champ de bataille, il a des drones à gérer, des moyens de communication. Pour tout ça, il faut des interfaces. Le smartphone, c'est pas assez robuste. Et donc, on crée des interfaces de commande, comme on a fait là sous le métal. Imaginez que ce capteur, je le colle à l'intérieur d'une arme, du métal. Le soldat tient son arme et en fait, il va pouvoir piloter son drone sans lâcher son arme, avec une interface de commande qui est évoluée, puisqu'on peut faire du swipe, des sliders, comme sur un smartphone. Donc, extrêmement complexe et surtout complètement robuste, étanche et robuste et quasiment indestructible. Très intéressant. Vous êtes beaucoup à faire ça dans le monde ? Enfin, vous avez des concurrents ? On a des concurrents. Il y a un Chinois, un Américain principalement. D'accord. Mais avec ce niveau de sensibilité, on n'est que 3 à faire ça dans le monde. Le petit plus chez nous, qui n'est pas des moindres, c'est qu'on est beaucoup moins cher qu'eux. En plus, c'est très bien. Est-ce qu'on pourrait demain imaginer rajouter une brique biométrique ? Parce que souvent, on pourrait toucher, on touche avec le doigt. Ça serait formidable de pouvoir aussi reconnaître qui touche cette surface, en fait. Alors, directement comme ça, non, on ne pourrait pas, parce qu'en fait, il n'y a pas assez d'informations qui est transmise par le doigt. Toutefois, on a une application, celle-là, elle est un petit peu différente. C'est les mêmes capteurs, mais qu'on met sous la mousse d'un siège ou d'un lit. Donc vraiment sous la mousse, on est sous 7 cm de mousse. D'accord. Et le capteur est tellement sensible qu'on va venir mesurer les micro-déformations qui sont dues en fait à votre rythme cardiaque. Okay. Et on va recréer, exactement comme une Apple Watch, avec le même niveau de fiabilité, on va recréer le rythme cardiaque et le rythme respiratoire de la personne qui est assise. Donc c'est totalement non intrusif, non invasif. Et là, du coup, on est dans un dispositif qui n'est pas aujourd'hui certifié médical, mais qui est un dispositif qui permet de récupérer des paramètres physiologiques via en fait les vibrations du corps. Vous devriez le voir WeThings, qui justement est sur ce... On connaît bien WeThings. On les connaît bien. Avec ce capteur qui se glisse sous le matelas. Merci beaucoup, Olivier. C'est passionnant, tout ça. Merci à vous. Alors, peut-être qu'on se croisera à Eurosatory. Avec plaisir. Mais je vous souhaite plein de belles réussites pour le CES de 2027, où on sera aussi, bien évidemment, parce que vous savez, chaque année, toute l'équipe de Tech & Co fait le voyage pour vous faire vivre le plus grand salon tech au monde. Ce sera début janvier. Olivier de Trémaudan, donc président et cofondateur de Nanomade. Pour terminer ce Tech & Co, en ce mercredi, les replays, les podcasts qui vous attendent dans quelques instants. Et on sera là demain, jeudi, bien sûr, dès 19h30. Très belle soirée et à demain. Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.